Bonjour à tous, une vidéo sur le nouveau chapitre, le chapitre 8, qui est nouveau sans en lettres, puisque c'est la partie 3 du second degré, donc bon, quelque part, c'est loin d'être la première fois que vous en entendez parler. Mais donc là, ça va être la dernière partie. Après, normalement, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le second degré, en tout cas pour cette année. Et donc, il nous manque en fait tout ce qui est signe du second degré, même si on l'a déjà abordé, hein, mais on l'a abordé sans technicité, je dirais. C'est-à-dire qu'on l'a abordé avec les moyens du bord. Maintenant, on va avoir un outil un petit peu plus fin. On va généraliser pour pouvoir l'utiliser de façon beaucoup plus systématique. En gros, c'est ça. Et après, bon, vous verrez que ce n'est pas très difficile, hein, normalement ça va. Il y a beaucoup d'applications par contre. Donc on aura pas mal d'exercices, de types d'exercices, etc. à faire. Il y a beaucoup de choses qui utilisent cette partie-là. Et après, donc la partie 2, enfin deuxième morceau là, de ce chapitre-là, ce sera essentiellement sur la représentation graphique des fonctions du second degré. Là aussi, ça a déjà été un petit peu abordé par-ci par-là, mais on n'a jamais vraiment formalisé et mis les choses vraiment noir sur blanc avec les formules qui vont avec, etc. Enfin, tout ce qu'il y a à savoir, à retenir là-dessus. Voilà, bon, bah, commençons. Donc justement, là, on va voir tout ce qui est à savoir sur le signe. À la fin de la vidéo, vous saurez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le signe. Après, bah, justement, il y aura quand même un certain nombre d'exercices à faire avant de passer à la fin du chapitre. Alors, donc on considère un polynôme du second degré. Vous commencez à avoir l'habitude, hein. Je l'appelais P de x comme polynôme, mais ça peut être n'importe quoi. C'est une fonction, f, g, n'importe. Donc ax carré plus bx plus c. J'ai mis ABC réel. Il y a une précision que j'ai oublié de préciser, enfin que j'ai oublié d'écrire pour pas faire trop de redondance. C'est que a différent de 0, mais bon, normalement vous le savez, je en avais déjà parlé, pour qu'il soit du second degré, un polynôme, justement, il faut qu'il y ait du x carré, hein, donc il ne faut pas que le coefficient soit nul. Bon, on souhaite étudier le signe de P de x. Donc comme je le disais, on l'a déjà fait, mais nous allons essayer de généraliser. Alors essayez de vous souvenir, les cas où on l'avait fait, en fait on est passé à chaque fois par la factorisation, grâce aux racines, etc. Donc en plus maintenant vous savez trouver les racines pour n'importe quel polynôme du second degré qui en a, des réels en tout cas. Donc ça on l'a toujours, donc on va pouvoir commencer comme ça. Et on va essayer justement, bon au début on va commencer comme on faisait, et après on va essayer d'en dégager finalement, entre guillemets, des règles applicables facilement, sans forcément tout refaire à chaque fois, sans forcément avoir besoin de factoriser à chaque fois. Voilà, alors, comme je viens de vous dire, comment on va s'appliquer quand même au début sur la factorisation, on a besoin des racines, et donc on a trois cas. On a le cas où il y a deux racines, le cas où il y a une racine, le cas où il n'y en a pas. Donc on va commencer par le plus souvent demandé. J'allais dire le plus courant, c'est pas tellement ça, hein, c'est surtout que c'est celui qu'on vous demande le plus souvent. Où delta est positif, c'est-à-dire que dans ce cas, P admet, alors je ne vais pas écrire en noir, on va essayer de différencier, j'écris en bleu, voilà. P admet deux racines distinctes, qu'on appelle, je vous l'avais dit, des racines simples, c'est-à-dire qu'elles vont compter tout simplement chacune pour une racine. Contrairement au cas où delta égale 0, où en fait on n'a qu'une racine mais qui compte deux fois dans la factorisation. Donc là on a deux racines distinctes qu'on appelle en général x1 et x2. Je vais rajouter, on verra pourquoi après, juste une petite condition, et ça ne change rien, hein, ça change rien du tout. On suppose, enfin d'ailleurs je ne vais pas l'écrire comme ça, pardon, je vais mettre tel que x1 est strictement inférieur à x2. Ça ne change rien dans la mesure où, en fait, quand vous avez vos deux racines, si ça vous chante, vous pouvez appeler x1 la plus petite des deux, x2 la plus grande, hein. C'est juste pour qu'on se mette bien d'accord sur le fait que celle qu'on appelle x1 c'est la plus petite, celle qu'on appelle x2 c'est la plus grande. Parce que vous allez voir en fait après que ça va avoir une petite importance. Du coup, quand j'ai mes deux racines, ça on l'avait déjà vu, on peut factoriser par p de x égale, je mets toujours mon a devant qui est donc le coefficient de x carré, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà, et donc c'est bien ce qu'on faisait justement dans les exercices. On le faisait sur des exemples. Là, moi, je cherche à généraliser, donc je mets des lettres, mais c'était le même principe. Et après, normalement, vous remplissiez votre tableau avec justement une ligne par facteur. Je pense que vous en rappelez de ça. Et ensuite, on multiplie tout ça pour obtenir pour obtenir P de x. On se place généralement sur R, sauf mention contraire dans l'énoncé. Bon là, il n'y a pas de raison, on va faire le maximum, donc sur R. Et c'est là justement que c'est important de dire laquelle des deux racines est la plus petite, parce que comme là je n'ai pas de valeur,
comparable, je n'ai pas vraiment de nombre, je suis obligée de supposer justement que celle que j'appelle x1, c'est celle qui est la plus petite, donc je la mets avant. Ensuite, donc ça nous générait des colonnes qui sont plus droites que ça, normalement. Ok, j'aurais peut-être dû laisser la première en fin de compte. Bon, c'est pas grave. Donc, ça nous générait des colonnes. Bon, le A, on va en parler, parce que justement, on ne le connaît pas, donc on va voir ce qu'on en fait. En tout cas, x moins x1, x moins x2, même si vous ne connaissez pas les valeurs de x1 et x2, vous pouvez remplir ça. Ça, il n'y a pas de problème. x1, du coup, 0 ici, puisque c'est la racine qui correspond à x moins x1. La racine correspond à x moins x2, je mets un 0 là. Et on avait dit, du moment où j'ai un des deux facteurs qui vaut 0, quand je multiplie par l'autre facteur, ça va encore donner 0. Donc finalement, je retrouve aussi les 0 en bas, ce qui est logique, puisque x1 et x2 sont des racines de p de x. Donc en toute logique, le résultat de p de x1, c'est 0. Bon, le signe ici, je peux le remplir. On avait dit qu'à chaque fois, je mets le signe de... Alors le A, attention, c'est pas celui du second degré, donc le signe de m, on va dire. On met le signe de m à droite du 0, c'est-à-dire que là, dans mon expression, c'est 1x moins x1. x1, rappelez-vous que c'est un nombre, donc c'est pas lui qui va importer ici, c'est vraiment celui qui est devant x, le coefficient directeur, qui est positif et qui donc se retrouve à droite du 0. Pareil pour x2. Et ça, on est d'accord que quelle que soit la racine, en fait, ces lignes-là, vous l'aviez peut-être déjà remarqué quand vous faisiez les exercices, ces lignes-là ne changent pas. On a tout le temps la même forme. Le facteur, c'est toujours x moins la racine, donc on va avoir tout le temps le même schéma. Ensuite, ici, plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc en théorie, j'ai ça. Sauf que j'ai ma ligne A. Alors, bon. Du coup, je vais le faire en deux couleurs. Si A est positif, c'est-à-dire si jamais j'ai plus, A positif. Alors dans ce cas, en effet, ça va être ce que j'ai trouvé là. Donc, du coup, je vais faire deux lignes aussi. On va faire comme ça. En gros, quand j'ai A qui est positif, il ne va pas changer ce que je trouve déjà sur le produit de x moins x1 par x moins x2, comme signe. En revanche, si A est négatif, je vais le faire en jaune par exemple. Voilà, si A est négatif, donc là je vais avoir des moins partout, et bien ça va me changer tous les signes. Donc je vais avoir moins ici, plus ici, et moins ici. Je vais écrire d'ailleurs, donc ça c'est le cas A négatif et A positif. Et donc, étonnamment, finalement, quand vous ne connaissez pas trop le second degré, étonnamment, finalement, ce n'est pas les racines qui décident du signe, pas du tout. Finalement, quelles que soient les valeurs des racines, ça ne changera pas grand-chose. Si ce n'est la tête des intervalles, mais sinon, ça ne change pas les signes qu'on va mettre dans les cases. Ce qui va déterminer les signes, en fait, c'est le signe de A. Voilà. Alors après, on verra justement à la fin du chapitre graphiquement que ça se voit aussi graphiquement, ça se vérifie. Alors on peut partir du graphique pour comprendre le tableau ou du tableau pour vérifier sur le graphique. Bon, moi j'ai fait ce choix-là parce qu'on l'avait déjà travaillé. Du coup, quelles règles on peut sortir de ça? Vous voyez, quand j'ai A qui est négatif, ah pardon, j'ai pris du rouge comme une idiote. Alors attendez, je reprends du jaune. Voilà. Donc quand j'ai A qui est négatif, je retrouve le moins ici et le moins ici. Quand j'ai A qui est positif, je retrouve le plus ici, le plus ici. Donc peut-être que, c'est pas peut-être d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas d'autres cas, là, on a écrit tous les cas qui existent. Donc clairement, je vais avoir en gros, je mets mes zéros. À droite du 0, j'ai encore le signe de A, comme on pouvait avoir pour le premier degré, en fin de compte. Même si ça n'a aucun rapport, mais vous pouvez le retenir comme ça, si ça vous aide. Donc ici, le signe de A. J'ai écrit en jaune, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que c'est pas valable que pour A négatif, c'est valable pour les deux. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc ici, j'ai le signe de A. Et là aussi. Donc, une manière facile de vous en souvenir pour ne pas vous emmêler avec le premier degré, c'est que là aussi, vous commencez par la droite, vous mettez toujours le signe de A. Là, le A, en revanche, c'est celui du second degré, mais bon, ça, je pense que vous savez. Et après, vous alternez. Moins, plus, ou alors le contraire, selon le signe que vous avez mis au début. Voilà, soit ça, soit vous vous souvenez que quand vous avez mis vos deux zéros, à droite et à gauche, donc on dit à l'extérieur des zéros, on met le signe de A. Voilà, vous le retenez comme vous voulez, mais essayez d'avoir un moyen mnémotechnique qui vous permet de bien ancrer ça dans votre mémoire, parce que vous verrez qu'on va s'en servir très souvent.
Voilà, donc finalement, si on résume tout ça, quand delta, alors attention, c'est valable que quand delta est positif, parce qu'il nous faut 2 racines, hein, sinon ça tombe à l'eau tout ça. Donc quand delta est positif, et que je considère du second degré, d'ailleurs je ne vais même pas mettre P de x, et je vais vraiment écrire le second degré pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc je mets x1, x2, mes racines, avec bien sûr x1 plus petit qu'x2. Hein. Je le mets entre parenthèses le signe pour bien préciser l'ordre. Je mets les zéros sur les racines, bon ça sans surprise. Et donc pour le signe, à droite, signe de A. J'alterne, donc ici j'ai l'opposé du signe de A, ou bien le signe de moins A si vous préférez. Et hop, je rechange donc signe de A. Bon, j'espère que ça va. Après, il y a des exemples qui sont prévus. D'abord, j'expose les 3 cas, comme ça on voit justement quelles sont les différences, etc. Et ensuite, il y a des exemples qui arrivent. Donc là, on a traité le cas delta est strictement positif. Vous verrez qu'en termes de choses à savoir, c'est celui où il y en a le plus. Seulement les autres, comme ils tombent un peu moins souvent, vous avez tendance à les oublier. C'est pas tellement qu'ils sont difficiles, les 2 autres cas, c'est que vous avez tendance à les oublier. Donc, bon, on essaie de bien ancrer les choses tout de suite. Alors, quand delta égale 0, on avait vu que dans ce cas-là, P de x admet une seule racine, mais on disait, enfin je ne l'ai pas écrit clairement dans le cours, mais je vous l'avais dit, on dit qu'elle est double. C'est-à-dire qu'elle va compter, c'est un mot qui est officiellement valable, hein, je l'ai mis entre guillemets parce qu'on ne l'a pas trop utilisé, mais c'est le vrai mot. Donc on dit que c'est une racine double, c'est-à-dire que, je vais l'appeler x0, c'est-à-dire que dans la factorisation, en fait, elle va prendre la place de x1 et la place de x2. Je vous avais expliqué, c'est pas vraiment qu'il n'y a qu'une racine, c'est juste que les deux sont les mêmes. Voilà. Et ce sont justement ces deux-là qu'on appelle x0. Et du coup, quand on factorisait, on avait dit, au final, comme ce sont les mêmes racines, finalement c'est le même cas que le précédent, hein, c'est simplement que ça va se simplifier l'écriture. Au lieu d'avoir a fois x moins x0 fois x moins x0, on va plutôt préférer écrire a fois x moins x0 au carré. Et donc là, pour le signe, il y a un carré, donc ça devrait être plus simple, en théorie. Enfin, parce qu'il y a un seul carré, on sait que c'est positif, c'est pour ça que je dis ça. Alors, justement, maintenant, si j'essaie de remplir mon tableau, ça aussi, on l'avait déjà rencontré, ce cas-là. Hein. C'est pas forcément ce qu'on a le plus travaillé, mais on l'a fait. Alors, on va revoir, du coup, ce qu'on avait fait. Juste voir si... Ouais, après, ça va faire trop fin. Bon, c'est pas grave. Alors, je remplis mon tableau. Je vais avoir x, je vais avoir a, et je vais avoir x moins x0 au carré. Si vous préférez, vous pouvez faire comme tout à l'heure, une ligne pour x moins x0, une autre ligne pour x moins x0, ça ne me gêne pas. Hein. C'est juste que c'est inutile, mais c'est pas faux. Et donc après, quand je multiplie tout ça, j'aurai p de x. Je mets moins l'infini, plus l'infini, pas de souci. Là, je n'ai qu'une racine, donc il n'y a pas d'histoire d'ordre. Hein. Là, je la mets en plein milieu. x0, je trace mes colonnes. Pareil, je vais commencer par x moins x0 au carré, puisque on sent bien que c'est a, justement, qui va poser des problèmes pour le signe, puisque x moins x0 au carré, ça ne va pas changer de signe. C'est un carré. Donc, bon. Du coup, alors ça vaut 0 ici, parce que quand je remplace x par x0, ça fait quand même 0. C'est la racine. Hein. Et pour le signe, donc, comme je disais, il s'agit d'un carré. Quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur d'un carré, quand vous calculez un carré, ça vous donne un nombre positif. Peu importe ce que vous avez dans le carré. Un truc au carré, c'est positif. Donc, plus, plus. Là, on ne se pose pas 50 questions, hein, pour le coup. Alors, si vous voulez, je peux l'écrire à côté. Donc, car x moins x0 au carré est un carré. Voilà. Bon, c'est pas transcendant ce que j'ai écrit, mais juste pour que vous ayez une trace de ce que j'ai dit. Du coup, alors je vais avoir le même problème. Selon le signe de A, je ne vais pas obtenir la même chose. Puisque si A est positif, ben là je vais avoir plus, plus. Donc si A est positif, ben je vais récupérer plus et plus. Oui, j'ai oublié de mettre le 0, pardon. Ce 0-là, il est valable, bien sûr. Et si jamais A est négatif, je vais avoir moins et moins ici. Et du coup, quand A est négatif, je vais avoir moins et moins. Et donc là c'est encore plus criant que tout à l'heure, puisqu'on a sur la dernière ligne exactement ce qu'on a sur la première, sur la ligne du A. Donc clairement, on va récupérer signe de A partout. Alors pourquoi il n'y a plus l'opposé? Parce que
si vous voulez, comme le x1 est égal au x2, ce qu'il y avait entre x1 et x2, ça a été écrasé, si vous voulez. Le x1 est venu chevaucher le x2, et donc il ne nous reste plus que les extrémités. Donc en réalité, ce cas-là, comme depuis le début d'ailleurs, on s'ingénie à en faire un cas à part, mais en réalité, ce n'est qu'un cas particulier du premier cas. C'est simplement qu'il faut avoir un petit peu d'imagination, parce que du coup, ça modifie un peu la structure du tableau, tout ça, mais c'est finalement un cas particulier du premier cas. Donc n'ayez pas peur de ce cas-là, essayez de vous dire qu'en réalité, il n'est pas vraiment différent, et de voir vraiment une logique entre les deux cas. Donc tout ça pour dire que ici, finalement, j'ai le signe de A, et là aussi. Donc on est en train de dire que quand on a un delta égal à 0, finalement, la fonction ne changera pas de signe. Il y a juste un endroit où elle s'annule, mais elle ne changera jamais de signe. Donc autrement dit, sa courbe, parce qu'on peut déjà commencer à réfléchir quand même en termes de courbe, être positif, ça veut dire être au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que, en gros, sa courbe, elle ne passera jamais en dessous de l'axe des abscisses si elle est positive tout le temps. Et si jamais elle est négative tout le temps, vice-versa, elle sera en dessous et elle ne passera jamais au-dessus. Elle va toucher l'axe des abscisses juste au moment où elle va s'annuler, puisqu'on sera au niveau 0 en hauteur, mais il n'y aura jamais de passage au-delà de la moitié qu'elle occupe. Voilà, la moitié du haut, la moitié du bas. Bon, ça on le verra dans la dernière partie, mais j'aime bien quand même donner un peu de sens aussi sur le moment. Parce que là ce qu'on fait, c'est très algébrique, c'est le calcul. Mais il y a aussi une signification après en termes de représentation ou dans des cas concrets. Ok, donc si on résume, si delta égale à 0, ax carré plus bx plus c, ça s'annule quand même en x0, mais ça ne change pas de signe. Et le signe qui va être en vigueur, c'est le signe de A. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que, bon, en termes de mémoire, enfin de choses à savoir, c'est quand même assez plus léger finalement. Donc encore une fois, hein, je redis, vous pouvez éventuellement vous dire que c'est le même que... Enfin, vous pouvez d'ailleurs, pas éventuellement. C'est le même que le premier cas, où finalement, ces deux-là se colleraient. C'est-à-dire que tout ça, ça disparaît, et du coup, il vous reste en effet signe de A, signe de A. Vous pouvez tout à fait le voir comme ça, c'est une façon, enfin c'est un point de vue qui est tout à fait juste, hein. Donc n'hésitez pas. Si delta est négatif, bon là en revanche c'est quand même un autre cas qui se déduit plus difficilement du premier parce que là on n'a pas de racine. Donc dans ce cas-là, P de x n'a pas de racine réelle. Et il n'est pas factorisable automatiquement. Du coup, si on réfléchit, s'il n'a pas de racine, ça veut dire qu'à aucun moment où il s'annule. Un polynôme qui ne s'annule jamais, sachant qu'un polynôme, quand vous allez le tracer, ça va ressembler un peu à la fonction carré, vous savez, ça va vous faire des paraboles, ça fait des jolies courbes, quoi. Je veux dire, ça ne fait pas des courbes bizarres. Donc, si jamais il passe jamais par l'axe des abscisses, donc jamais, il n'est jamais à la hauteur 0, il ne pourra pas changer de signe, puisque au moment où il change de signe, a priori, il va passer par l'axe des abscisses, puisqu'il va passer d'au-dessus à en dessous, ou de en dessous à au-dessus, et donc il va passer par 0. Là, si vous n'avez pas d'endroit où il passe par 0, c'est impossible qu'il change de signe du coup, puisque votre fonction elle est continue, c'est une ligne continue. Donc vous ne pouvez pas passer de en dessous de l'axe des abscisses à au-dessus de l'axe des abscisses sans passer par 0, c'est pas possible. Donc comme il n'a pas de racine, en fait il ne va pas changer de signe, tout simplement. Donc P de x ne peut pas changer de signe. Est-ce que je vous écris une phrase de ce que je viens de dire là ? Ouais, je vais le mettre là. Donc, P de x ne s'annule jamais. Je pense que ça suffit, hein. Donc, P de x ne s'annule jamais, point. Ainsi, P de x ne peut changer de signe. Voilà. J'ai expliqué le reste. Après, sinon, ça va faire une phrase compliquée. Voilà, en gros, l'idée, c'est que si on le voit sous forme de fonction représentée,
Voilà, quand j'ai une fonction qui n'a pas, qui a une tête qui n'a pas une tête particulière, je veux dire qu'il n'y a pas de saut, qu'il n'y a pas de rupture, ni rien. Quand je passe de plus à moins, automatiquement, je vais passer ici en 0. Donc si votre fonction à vous ne s'annule pas, ça veut dire que justement, je n'ai jamais de point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est qu'automatiquement, j'ai une fonction qui va être soit au-dessus, soit en dessous. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Hein. J'espère que c'est clair. Voilà, et du coup, en fait, on va avoir le même phénomène avec le signe de A. Donc là, je ne peux pas le prouver avec une factorisation, hein. Mais on va avoir le même phénomène avec le signe de A. Je pourrais le démontrer algébriquement, mais bon, j'y ai renoncé parce que ça prend quand même quelques lignes. C'est une démonstration qui est un petit peu technique. Pour, bon, finalement, un gain qui est pas... Bon, la démonstration n'est pas demandée dans le programme, donc on va s'en tenir à ça. Mais bon, en gros, si vous voulez, quand j'avais delta égale à 0, j'avais ma fonction qui faisait comme ça, ou bien qui était en dessous, mais en tout cas qui touchait en un seul point le niveau 0, hein, puisqu'ici c'est le niveau où j'ai les images égales à 0, l'axe des abscisses. Donc voilà, quand la fonction s'annule, je suis sur l'axe des abscisses. Et là, finalement, ça va être le même phénomène, sauf que ça va être au-dessus. Donc soit elle est au-dessus, soit elle est en dessous. Mais sinon, il n'y a aucune raison pour que ce qu'on avait remarqué ne change, c'est-à-dire que c'est quand même le signe de A qui va déterminer si on est dans le positif ou dans le négatif. Donc finalement, là, ça va être encore plus simple. Vous n'avez aucune racine à écrire puisqu'il ne s'annule pas, donc il n'y a pas de 0. Donc vous avez un seul truc à écrire, c'est signe de A. Donc c'est signe de A partout. Et en réalité, c'est aussi le signe de C. C'est-à-dire que ce sont des fonctions où le A et le C sont le même signe. Voilà. Et le signe de C, c'est pas dur à... Ça, pour le coup, je peux vous le démontrer sans problème rapidement. Si vous voulez le signe de cette fonction, comme vous savez que le signe il est constant, c'est le même partout, il suffit d'avoir le signe d'une seule image. Il suffit que vous sachiez, voilà, là par exemple, si je calcule cette image-là, si je connais son signe, je connais le signe de toute la fonction, puisque je sais qu'après, elle ne change pas de signe. Et donc, si je remplace x par 0, par exemple, donc je calcule l'image de 0, j'obtiens c. Et ça veut dire que le signe de c, ce sera le signe de toute la fonction. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, on apprend le signe de A, parce que comme ça fait la même chose, le même outil que sur les deux autres cas, donc c'est plus facile à retenir. Mais en réalité, A et C dans ces fonctions-là, alors ça je pourrais le démontrer, c'est ça qui est un petit peu plus délicat, de montrer que A et C ont le même signe sur les fonctions dont le delta est négatif. Mais voilà, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'écrire signe de A au lieu d'écrire signe de C. Mais en réalité, bon, c'est plus facile d'expliquer que c'est signe de C. Bref, donc signe de A partout, sans 0. Essayez de vous en souvenir, parce que le plus dur, c'est simplement de ne pas oublier ces deux derniers cas. En général, le premier, vous le connaissez, donc bon, je pense que ça va être pareil pour vous que pour les autres élèves que j'ai pu avoir là-dessus. Alors, des exemples, justement, comment ça, on va vous le demander, comment on va le rédiger, comment ça va s'appliquer, etc. Tout ça. Alors, si on me demande de dresser le tableau de signes de 2x carré plus 2x moins 12. Donc, vous avez compris que le tableau n'est pas le même en fonction du delta. Donc, première chose, déjà, automatique, vous calculez delta, comme quand vous cherchez les racines. De toute façon, c'est ce qu'on fait, en fait. On fait delta pour avoir une recherche de racines. Alors, delta, donc je rappelle que c'est b carré moins 4ac. Je remplace, donc 2 au carré moins 4 fois 2 fois moins 12. Ce qui fait 4 plus 8 fois 12. C'est-à-dire exactement 4 plus 96, donc 100. Voilà, donc j'ai un delta positif. Je fais mon calcul de racine, puisque je vais en avoir besoin dans le tableau. Hein, rappelez-vous, c'est le x1 et le x2. Donc, deux racines distinctes. Je fais mon calcul. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. J'espère que vous vous rappelez bien des formules, parce que là, vous allez encore en avoir beaucoup besoin. Sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. Racine de 100, c'est 10. Donc, moins 2, moins 10, moins 12 sur 4, c'est-à-dire que j'ai ma première racine qui vaut moins 3. La deuxième racine, on peut la déduire par le produit, je vous rappelle, hein, le produit des racines, c'est C sur A. C sur A, ici, c'est moins 12 sur 2, c'est moins 6. Donc la deuxième racine, ça devrait être 2. Bon, je pense que vous avez pris la vilaine habitude, comme tous les élèves, et tous les profs aussi d'ailleurs, hein,
de toute façon de faire le calcul avec les formules du delta. Mais bon, c'est dommage parce qu'en fait, ce qu'on avait vu dans la première partie, justement, il y a pas mal de fois où c'est plus efficace. C'est simplement qu'on a la flemme de rassembler tout ce qu'on connaît pour être efficace, mais sachez-le quand même. Alors, moins 2 plus 10, donc 8 sur 4, et oui, en effet, ça fait 2. En tout cas, ça peut au moins vous permettre de vérifier aussi. Donc, moins 3 et 2. Et vous voyez que j'ai laissé la place pour un tableau. Et donc, maintenant que j'ai mes racines, je me lance directement dans le tableau et je ne fais que 2 lignes. La première, bon, inévitable, la ligne des x. La deuxième, alors je n'ai pas laissé assez de place, je vais lui donner un nom, on va l'appeler f de x. Pour mon polynôme, moins l'infini plus infini, je range mes racines, la plus petite d'abord, donc moins 3, 2. Je mets mes zéros, puisque ce sont des racines, et après j'applique la règle, tout simplement. Donc ici, signe de A. Signe de A, alors ici, A il vaut 2, il est positif, donc plus, et ensuite j'alterne. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous rappeler que le signe de A aussi à gauche, comme vous préférez. J'espère que, bon, ça va à peu près. Après, on pourrait vous demander de résoudre des inéquations avec ça. Hein. Bon, ça va venir justement dans la question 3. Alors, je continue, même principe, mais avec un autre polynôme, qui devrait donner un autre cas, certainement. Donc, delta b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, 16 plus 4 fois moins 10, donc moins 40. Ça fait moins 24. Delta est négatif. Aucune racine. Et donc là, c'est le cas le plus rapide en fait. Puisque là, j'écris simplement mon polynôme, je fais mon tableau. Je l'ai fait d'ailleurs beaucoup trop grand pour ce que je vais mettre dedans, mais bon. Il n'y a pas de racine, donc je n'ai rien à mettre entre moins l'infini plus l'infini. Et je vais mettre le signe de A. Et c'est tout. Ici, A, il vaut, c'est moins x carré, donc A vaut moins 1. Il est négatif, donc un grand moins. Voilà, cette fonction elle est négative tout le temps. Ça veut dire que quel que soit le x que vous choisirez, quel que soit, le résultat sera négatif. Alors que tout à l'heure, là dans l'exemple 1, bon, ça me dit que si je prends un x qui vaut par exemple moins 10, je vais tomber dans le positif. Si je prends x qui vaut, je sais pas, racine de 2, voilà, racine de 2 elle est là, je vais tomber dans le négatif, etc. Donc ça variait quand même. Là, on a une fonction pour le b, enfin pour le 2, qui donne donc que des résultats négatifs. Toute la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Allez, on continue. Alors là, c'est posé un peu différemment. On vous demande de résoudre. Donc résoudre une inéquation, certains vont peut-être avoir du mal au début à s'y faire parce que c'est vrai que depuis la seconde, enfin quoique vous avez fait tableau de signes quand même avec des factorisations, mais je ne suis pas sûre que vous ayez bien pris l'habitude de vous dire « Ah, c'est du second degré, ah, je ne peux pas résoudre directement inéquation ». J'espère que maintenant ça commence, mais bon. Déjà, donc première chose pour ceux qui n'ont pas ce réflexe, ne cherchez pas à me basculer, ce que j'en ai chaque année, hein, j'ai droit, qui me font ça, par exemple, c'est-à-dire qu'ils basculent le 1, et puis après ils essaient de factoriser, enfin ils font un micmac, et puis c'est faux. Voilà, parce que là, le souci, c'est que ça, bon, ok, vous avez un facteur, mais comme vous n'avez pas 0 à droite, vous ne pouvez rien en faire, même avec un tableau de signes, c'est inutilisable. Un tableau de signes, dites-vous bien, qu'il va répondre aux résolutions d'inéquations où vous avez un 0 à droite. Tout simplement parce que quand dans un tableau de signes, vous avez un plus, ça veut dire que c'est plus grand que 0. Plus, c'est positif, c'est plus grand que 0, et pas autre chose. C'est pas plus grand que 3, plus grand que 10, positif. C'est juste plus grand que 0. Donc ça répond que à cette question-là. Si vous avez un négatif, c'est plus petit que 0. Donc le tableau de signes vous permet seulement de comparer une expression à 0. C'est pour ça que prenez bien le réflexe de quand vous avez une inéquation qui n'est pas de degré 1, qui est de degré 2, de vous dire « Ah, peut-être que je vais être obligé de passer par un tableau de signes. Ah, du coup, il me faut 0 à droite. » Donc là, bon, le 0, c'est bon, là déjà, et on a du second degré. Donc après, pour le second degré, soit vous arrivez à factoriser et puis vous faites comme en seconde, et comme on a fait d'ailleurs jusque-là, soit vous n'arrivez pas à factoriser et vous n'avez pas le choix, du coup, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on vient de faire avec le tableau de signes. Et là, justement, dans ce cas-là, moins 3x carré, moins 2x plus 1. Alors peut-être qu'on pourrait le factoriser comme au début de l'année, là.
en utilisant une racine évidente. Je suis en train de me poser la question. Oui, il y a moins 1, voilà. Moins 1, c'est une racine évidente, donc on pourrait le faire comme ça, hein, on aurait pu s'en sortir. Maintenant, là, pour le coup, bon, enfin, remarquez, les racines, c'est vrai qu'on pourrait les trouver assez facilement, là, hein, maintenant qu'on sait que moins 1, c'est une racine évidente, mais bon. Donc, soit vous pouvez, hein, vous pouvez le faire comme ça, d'ailleurs, vous pouvez raisonner pour trouver les racines sans utiliser delta, bon, ça, c'est votre problème. En revanche, pour remplir le tableau, ce sera quand même beaucoup plus pratique ce qu'on vient de faire là que de faire la factorisation, les 4 lignes, etc. Voilà. Donc, moi, je vais faire du classique, hein, je vais calculer delta. B au carré, donc moins 2 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc 4 plus 12 et donc 16. Un joli delta qui est un carré parfait. Super. Donc, il y a... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom à ce polynôme-là. Celui-là, on va l'appeler g de x. Voilà. Donc, on va dire g de x a 2 racines distinctes. Je les calcule. Moins b, sachant que b c'est 2, c'est moins 2, pardon. Donc moins b c'est 2. 2 moins racine de 16 sur moins 6. C'est-à-dire 2 moins 4 sur moins 6. Donc moins 2 sur moins 6. Et donc 1 tiers. x2. 2 plus racine de 16 sur moins 6. Donc 2 plus 4, ça fait 6 sur moins 6. Ah bah oui, moins 1 qui était justement notre racine évidente. Donc là, c'est x2 qui est plus petite que x1. Hein, donc bon, c'est rien, hein, j'adapte dans le tableau. Alors, on a dit g de x. Donc là, si vous voulez, c'est exactement comme la question précédente. Hein, sauf qu'après le tableau, il faudra que j'exploite mon tableau pour répondre à la question, pour résoudre l'inéquation, c'est tout. Mais l'outil que j'utilise, c'est exactement la même chose que la question précédente. Simplement qu'il y a une conclusion en plus. Alors, moins l'infini plus infini, j'ai moins 1 tiers. Et donc, comme tout à l'heure, hein, signe de A, ici, à droite. Si vous voulez, vous pouvez vous souvenir qu'il est là aussi. Tant qu'à faire. Ça peut vous servir pour le cas delta égale 0 de le savoir. Du coup, comme A ici, c'est moins 3, il est donc négatif. Et donc moins, plus et moins. Voilà. Et donc, je ne m'arrête pas en bon chemin. Je réponds, alors c'était, on me demandait inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. Donc justement, là je vais aller lire les solutions du négatif. Donc, pardon, je voulais changer la couleur. J'ai du négatif ici, du négatif ici. Et rappelez-vous toujours que les solutions, enfin rappelez-vous que toujours les solutions, plutôt dans ce sens-là, se lisent sur l'axe des x, sur l'axe des abscisses. Graphiquement, c'est pareil, les solutions se lisent sur l'axe des abscisses. Donc ici, vous allez lire les solutions, et du coup j'ai cet intervalle-là, cet intervalle-là. Bon, c'est des techniques qu'on a déjà revues cette année, hein, donc je pense que ça va. Vous vous souvenez, quand j'ai deux intervalles qui sont concernés, je mets un union, 1 tiers plus infini. Concernant les crochets, si on me demande avec égal, ça veut dire que je veux soit ce qui est inférieur strictement à 0, soit ce qui est égal à 0. Ça veut dire que je vais prendre aussi les endroits où ça donne 0. Donc le moins 1, je le garde, et le moins 1 tiers, le 1 tiers, pardon, je le garde aussi. Donc voilà mon ensemble de solutions, la réponse à la question. Donc vraiment, le tableau de signes arrive comme un outil de résolution. Et pour les équations, non, pour les équations, on avait delta, mais pour les inéquations, je veux dire, du second degré. Et on verra même pour des degrés supérieurs, parce qu'on pourra s'appuyer sur le second degré aussi pour d'autres degrés. Voilà, je pense qu'on verra quelques exemples dans les exercices. Un dernier exemple, après ce sera à vous d'essayer tout seul. On vous demande de résoudre une inéquation, cette fois-ci, vous voyez, elle n'est pas super bien écrite. C'est-à-dire que je n'ai pas un truc avec du x carré bien écrit, supérieur ou inférieur à 0. Je n'ai pas le bon format. Donc je vais devoir quand même réécrire un petit peu l'inéquation pour faire apparaître ce format-là et que la technique que j'ai employée juste avant soit utilisable. Déjà, on voit bien quand on va faire x fois x, ça va sortir du x carré. Donc le second degré, même s'il n'est pas écrit clairement, bon, on le sent bien arriver.
Donc première chose, eh ben, on développe, puisque la factorisation, encore une fois, ne nous sert pas dans la mesure où ici, je n'ai pas 0. Donc la factorisation, ça nous fait une belle jambe, hein, en gros. Donc je développe, ça fait 4x au carré plus 4x supérieur à moins 1. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous faut absolument avoir 0 à droite, sinon le tableau de signes est inutilisable. Donc je bascule mon moins 1, je fais donc plus 1 partout. Voilà, et là, ça y est, j'ai quelque chose qui ressemble à une inéquation classique du second degré où je peux utiliser un tableau de signes. Donc comme tout à l'heure, le mieux c'est que je donne un nom à ça, donc je vais l'appeler h de x, voilà, et je me lance, delta, etc., etc. Donc 4 au carré moins 4 fois 4 fois 1, 0. Je suis sur un cas où delta vaut 0, ça tombe bien, c'est un cas qu'on n'avait pas eu. Donc h de x a une seule racine. Double, donc, hein, qui est x0 égale moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois 4, donc moins 1 demi. Donc moins 1 demi est l'unique racine de mon polynôme. Je trace mon tableau de signes, je vais le faire là. J'aurais pu prendre la règle, hein, quand même. J'avoue que là, j'ai un peu abandonné, mais ce serait un peu plus beau. Je vous invite bien sûr à le faire pour ne pas avoir des tableaux tordus comme moi. Donc moins l'infini plus infini, moins 1 demi. Je mets mon 0 comme à chaque fois que j'ai une racine. Et là, on a dit que la règle, c'était sin de A. Normalement, vous avez deux racines, donc une alternance. Sauf que là, il n'y en a qu'une. Donc du coup, tout ce qui était dans l'alternance au milieu, ça saute. Et il vous reste sin de A aussi à gauche. A ici vaut 4. Il est positif. Donc plus, plus. Pareil, on n'oublie pas quand même de répondre à la question. On me demandait de donner tous les x tels que justement ce polynôme soit strictement positif. Donc là, qu'est-ce que je lis? Il est positif sur moins l'infini, moins 1 demi. Ah, il est positif aussi sur moins 1 demi plus infini. Alors, est-ce que pour autant, tous les nombres sont solutions, tout R? Non, parce qu'on ne veut pas 0. Vous voyez, j'ai un strict. J'ai pas égal. Ça veut dire que lui, là, le 0, je ne le veux pas. Donc, je ne veux pas moins 1 demi. Je ne veux pas cette possibilité de tomber sur 0. Je veux tous les autres. Donc, en termes de solution, ça va donner moins l'infini, moins 1 demi, ouvert, pour dire que justement, je m'arrête en moins 1 demi, je ne le prends pas. Et je fais un petit saut, en fait, je repars juste après moins 1 demi, jusqu'à plus infini. Autrement dit, c'est tout le monde, donc R, sauf moins 1 demi. Il y a aussi cette écriture-là qui existe. Cette barre-là, qui s'appelle un anti-slash sur un clavier, puisque le slash est dans l'autre sens, ça veut dire privé de. Donc ça veut dire R privé de, donc sauf moins 1 demi. Donc peu importe l'écriture, hein, ceux qui préfèrent avec la réunion, il n'y a aucun souci. C'est juste pour vous montrer, tant qu'à faire, une écriture un peu plus rapide. Voilà, donc c'est comme ça justement qu'on est en mesure de donner le signe du second degré très facilement. Je dis très facilement parce que ça reste quand même très calculatoire. Maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner avec les exercices que je vous ai mis sur le planning. Et voilà, si jamais il y a un souci particulier, n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, bon courage, à très bientôt pour la suite.